Élise Morel se leva avant même que le ciel ne commence à pâlir. Il était un peu plus de 5 heures du matin lorsqu'elle enfila l'uniforme bleu ciel suspendu derrière la porte de sa chambre. Le tissu était encore légèrement froissé, mais elle n'eut pas le temps de le repasser. Dans son petit appartement HLM d'Aix-en-Provence, les voisins ne se parlaient guère, les couloirs résonnaient d'un silence tendu, et les murs si minces qu'elle entendait encore la vieille du 203 tousser, comme chaque matin. Mais ce jour-là, tout était différent. Elle n'allait pas simplement travailler, elle allait peut-être changer le cours de sa carrière. Elle devait être au bloc opératoire à 6 heures précises, prête pour une intervention pédiatrique d'une grande complexité. Le chirurgien-chef comptait sur elle, et si tout se déroulait parfaitement, ce serait l'occasion de lui confier bientôt une chefferie. 8 années de sacrifices, de garde double, de nuits blanches et de renoncements personnels convergeaient vers ce matin. Tasse de café en main, sac en bandoulière sur l'épaule, elle sortit sans bruit, laissant derrière elle les battements réguliers de son petit réveil de chevet. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus du centre-ville, ses yeux rivés sur l'écran de son téléphone où elle relisait les étapes de la procédure chirurgicale. Tout devait être millimétré. Le soleil perçait à peine l'horizon quand un bruit sec, brutal, déchira le silence. Un coup de feu. Unique. Proche. Les passants s'arrêtèrent. Certains se figèrent. D'autres hésitèrent entre fuir ou faire semblant de n'avoir rien entendu. Élise, elle, courut. Son instinct, formé dans le feu de l'urgence, prit le dessus. Elle traversa la rue au feu encore vert, contourna un angle, et le vit. Un enfant. Étendu sur le trottoir. Il n'avait pas plus de 6 ou 7 ans. Son petit t-shirt blanc était trempé de sang. Autour de lui, une foule paralysée. Personne ne s'approchait. Une femme parlait au téléphone, sans s'agenouiller. Élise, elle, le fit. Elle posa son genou au sol, déjà rouge de poussière et de peur, et murmura. « Tranquille, je suis là. Je vais t'aider. » Elle ouvrit le t-shirt trempé. La blessure se situait sur le flanc droit. Pas très profonde, mais le sang coulait abondamment. Sans réfléchir, elle retira son pull, le roula en boule et le pressa contre la plaie, son autre main cherchant du regard un signe d'aide. Rien. Pas un geste. Jusqu'à ce qu'une patrouille de police passe enfin. Une voiture qui freina sec, 2 agents en descendirent précipitamment. L'un d'eux appela une ambulance par radio. Élise, elle, ne bougea pas. Elle tenait la main du garçon, le regardait dans les yeux, murmurant des mots doux et fermes comme une corde à laquelle il pouvait se raccrocher. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. Léo, souffla l'enfant, à peine audible. L'ambulance mit 10 longues minutes à arriver. Quand les secouristes l'installèrent sur le brancard, Élise monta avec eux, sans discuter. Elle ne pouvait pas le laisser. Elle était déjà trop impliquée. Elle le regarda tout le long du trajet, s'assurant qu'il restait conscient, qu'il tenait bon. Arrivée à l'hôpital public, elle expliqua chaque geste qu'elle avait posé. Elle resta même dans la salle d'attente, les mains tachées de sang, jusqu'à être certaine que Léo était entre de bonnes mains. Quand elle regarda sa montre, il était 7h35. L'intervention qu'elle attendait depuis des mois avait commencé sans elle. À l'autre bout de la ville, sur une terrasse ensoleillée surplombant la Seine, Julien Moreau buvait un café importé dans la porcelaine fine. Le journal du jour à peine feuilleté, son téléphone vibrait par rafales. Notification de l'hôpital privé qu'il dirigeait et de la société immobilière qu'il gérait en parallèle. Julien était un homme d'affaires méthodique. Héritier du groupe Moreau, il dirigeait la clinique Saint-Rémy depuis la mort de son père. Mais en vérité, il n'y posait que rarement les pieds. Sa vie se partageait entre réunions, vols d'affaires, résidences secondaires. Il vivait seul, dans un appartement luxueux au 20e étage d'un immeuble de verre. Veuf depuis ses 35 ans, il n'avait jamais su combler le vide. Son fils, Léo, vivait désormais avec sa mère, Camille Duret, sur décision du juge. Julien s'était battu pour obtenir la garde, mais Léo lui parlait à peine depuis 1 an. Ce matin-là, pendant qu'Élise payait un taxi avec ses vêtements encore souillés, Julien savourait sa routine sans se douter qu'elle allait voler en éclats. À 8h15, Élise entra discrètement par la porte arrière de la clinique Saint-Rémy. Elle marchait vite, prête à s'expliquer. Mais personne ne lui en laissa l'occasion. À peine eut-elle franchi le seuil du bloc que la chef des infirmières, la docteure Delcourt, l'attendait, bras croisés, le regard dur. « Je n'arrive pas à croire que tu oses te présenter » lança-t-elle d'une voix glaciale.
Docteur Delcourt, il y a eu une urgence. J'ai sauvé un enfant blessé par balle dans la rue. Et tu quittes ton poste pour ça? Une chirurgie programmée depuis des semaines? C'est de la négligence. Tu es renvoyé. Le silence fut immédiat. Tous les regards se tournèrent vers Élise. Personne ne dit un mot. Personne ne la défendit. Elle quitta l'hôpital, le cœur piétiné. Chez elle, elle ne se souvenait même plus du trajet. Tout était flou. Elle gravit les escaliers comme si elle portait le monde sur ses épaules, poussa la porte de son appartement, laissa tomber son sac et s'assit au bord du lit. Elle ne pleura pas. Pas encore. La rage et l'impuissance étaient trop denses pour laisser place aux larmes. Elle sortit le pull taché de sang, celui qu'elle avait pressé contre la plaie de Léo. Elle le regarda longuement. Léo. Ce petit garçon aux grands yeux sombres, incapable même de dire son nom sans trembler. Était-il encore en vie? Avait-il demandé après elle? Elle pensa appeler l'hôpital pour avoir de ses nouvelles. Mais à quoi bon? Elle n'était plus personne. Elle n'était plus son infirmière. Elle n'était plus rien. Son téléphone vibra. Un message d'Hélène, une collègue de la clinique. Je suis tellement désolée. Personne n'a rien dit. La docteure Delcourt était furieuse, elle attendait juste une occasion pour te faire partir. Élise lâcha son téléphone. Elle le savait. Depuis sa promotion au poste d'infirmière en chef, Delcourt ne l'avait jamais accepté. À l'hôpital public, Léo reposait sur un lit d'enfant. Un bandage recouvrait sa plaie, une perfusion alimentait son petit bras maigre. Il parlait à peine, refusait de manger, et répétait sans cesse. « Je veux voir mon papa. » Une assistante sociale, Elena, s'approcha doucement. « Léo? Est-ce que tu peux me dire comment s'appelle ton papa? » Julien Moreau, répondit-il en baissant les yeux. Elena eut un sursaut. Elle connaissait ce nom. Julien Moreau. L'un des hommes les plus puissants de la ville. Propriétaire de cliniques privées, de sociétés de construction, et justement, de la clinique Saint-Rémy. « Et ta maman, elle est où? Demanda-t-elle doucement. Avec lui, murmura l'enfant sans plus de détails. Elena sortit de la chambre et composa un numéro. Dans son bureau de marbre, Julien Moreau fixait l'écran de son ordinateur lorsqu'on lui annonça qu'une assistante sociale de l'hôpital public voulait lui parler au sujet de son fils. « Votre fils va bien. Il a été blessé ce matin. Une balle perdue, apparemment. Il est stable. Mais l'essentiel, c'est qu'une infirmière qui passait par là lui a sauvé la vie. » Julien se leva d'un bond. « Quelle infirmière? » Nous ne savons pas. Elle n'a laissé ni nom, ni numéro. Elle a juste dit qu'elle ne pouvait pas le laisser seul, que c'était son devoir. Julien raccrocha. Il prit immédiatement la route de l'hôpital, le cœur battant. Comment Léo avait-il pu se retrouver seul dans la rue? Pourquoi avait-il demandé à le voir? Que s'était-il passé? Mais surtout, qui était cette femme? Et pourquoi, alors qu'elle avait sauvé la vie de son fils, personne ne connaissait son nom? Ce soir-là, Élise ne trouvait pas le sommeil. Allongée dans l'obscurité silencieuse de son petit appartement, la fatigue physique l'écrasait, mais c'était surtout la tension émotionnelle qui la tenait éveillée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage blême de Léo, sa petite main accrochée à la sienne, tremblante, fragile. Elle l'avait sauvé, oui. Mais à quel prix? À 6 heures du matin, sans avoir fermé l'œil une seule minute, elle abandonna l'idée de dormir. Elle se leva, prépara du café qu'elle laissa refroidir sur la table, puis alluma son ordinateur portable. Dans l'écran bleuté, elle chercha frénétiquement des offres d'emploi dans d'autres hôpitaux. Elle savait que le monde médical était minuscule, une ruche pleine de commérages. Et elle avait raison, la rumeur avait déjà enflé comme une traînée de poudre. L'infirmière qui avait déserté une opération en cours? Personne ne chercherait à connaître les raisons. Personne ne tendrait l'oreille à sa vérité. Son téléphone vibra. Un message de Marisol, une collègue, « Claire, on est déjà au courant. Ils disent que c'était pour insubordination. » Delcourt raconte une toute autre version. Élise ferma les yeux, le cœur serré. Non seulement elle avait perdu son emploi, mais on piétinait maintenant son nom avec des mensonges. Delcourt, la chef du service, savait manipuler les récits à la perfection. Elle se faisait passer pour l'autorité irréprochable. Étouffée par l'angoisse,
Élise enfila un survêtement gris, attacha ses cheveux à la hâte et sortit marcher dans le quartier, sans but précis. Elle erra ainsi, passant de rue en rue, le regard vide. Elle finit par s'arrêter devant les portes de l'hôpital public où elle avait déposé Léo la veille. Une hésitation, puis elle entra. À l'accueil, la réceptionniste la scruta avec méfiance. « Vous êtes de la famille ? Je suis l'infirmière qui l'a amené hier. Je voulais juste savoir comment il va. » La femme hésita, puis alla demander. Après quelques minutes d'attente, elle revint. « L'enfant est stable. Il est sous la garde d'une assistante sociale. Mais nous ne pouvons pas vous laisser entrer. » Élise hocha la tête, une grimace sur le visage. Il était en vie. C'était tout ce qui comptait. Pour l'instant. De son côté, Julien Moreau arriva à l'hôpital une demi-heure plus tard. Son pas était rapide, déterminé, mais son cœur, lui, était en miettes. Son costume était impeccable, sa coiffure soignée, mais ses pensées étaient un chaos brûlant. Lorsqu'il vit Léo, endormi dans un lit au drap trop blanc, un pincement le transperça. Le visage de son fils semblait plus fin, vidé de cette énergie enfantine qu'il avait encore il y a quelques semaines. Il s'assit doucement à ses côtés et caressa ses cheveux en silence. Une assistante sociale, Elena, entra discrètement dans la chambre. C'est un miracle qu'on l'ait retrouvé si vite. 5 minutes de plus, et... Julien serra les poings. Ont-ils dit qui l'a amené? Pas exactement. Une infirmière, apparemment. Elle était en route pour son travail, mais a décidé de rester avec lui. Elle l'a stabilisé, l'a accompagné jusqu'ici, puis est repartie. Une infirmière? De quel hôpital? Elle n'a pas précisé. Mais les ambulanciers ont dit qu'elle venait de l'hôpital clinique Saint-Rémy. Le cœur de Julien rata un battement. Elle ressemblait à quoi? Jeune. Cheveux châtain clair. En uniforme bleu ciel. Du sang sur ses vêtements. Elle semblait bouleversée, comme si elle avait quitté quelque chose de très important. Julien se leva, sortit du bâtiment à grandes enjambées, et monta dans sa voiture. Il appela aussitôt l'administration de son propre hôpital. La conversation fut brève, mais glaçante. Oui, monsieur. Élise Morel, infirmière, a été licenciée hier. Elle est arrivée en retard à une intervention pédiatrique. Le docteur Delcourt a pris la décision. Il raccrocha, le visage figé. L'image devenait limpide, la femme qui avait sauvé la vie de son fils était celle que son propre hôpital avait jetée comme une criminelle. Dans sa chambre, Léo se réveilla en sursaut. Il regarda autour de lui, désorienté, incapable de reconnaître les murs blancs, les bips des moniteurs, l'odeur antiseptique. Il tenta de se redresser, grimaça de douleur. Une infirmière s'approcha aussitôt. Doucement, mon trésor. Tu es à l'hôpital. Tu es en sécurité. Léo la fixa sans répondre. Elle lui tendit un verre d'eau qu'il accepta sans un mot. Un peu plus tard, Elena revint, un carnet à la main. Bonjour Léo. Comment tu te sens aujourd'hui? L'enfant détourna les yeux. Tu sais pourquoi tu es ici? Il acquiesça faiblement. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Il murmura à peine audible. Je me suis enfui. Pourquoi, mon cœur? Je ne voulais plus rester avec lui. Le mari de ma maman. Il te faisait du mal? Léo baissa les yeux. Ses paupières étaient pleines de larmes, mais aucune ne coula. Il me frappait. Et il disait que si je racontais, personne ne me croirait. Elena sentit un frisson la traverser. Ce n'était plus un simple rapport, c'était un cri d'alerte. Pourquoi es-tu allé dans la rue? Où voulais-tu aller? Léo leva pour la première fois les yeux. Je cherchais mon papa. Tu sais où il vit? Non. Mais je sais qu'il travaille dans un hôpital. Comment s'appelle-t-il? Julien Moreau. Elle resta un instant silencieuse, puis lui prit la main doucement. Merci de me faire confiance, Léo. On va t'aider. Je te le promets. Pendant ce temps, au sein même de l'hôpital Saint-Rémy, le docteur Delcourt distribuait des consignes comme si de rien n'était. Pour elle, Élise appartenait déjà au passé. L'intervention de la veille avait été sauvée in extremis, et elle s'était réaffirmée en chef incontesté. La porte de la salle de réunion s'ouvrit brutalement. Julien Moreau entra. Je dois te parler.
Un silence s'abattit sur la pièce. Delcourt le suivit jusqu'à son bureau. Il ferma la porte avec fermeté. Qui a autorisé le licenciement d'Élise Morel? C'est ma décision. Elle n'a pas justifié son absence à une chirurgie prévue. C'est une faute grave. Et tu ne lui as pas demandé pourquoi. Elle a parlé d'un enfant, mais sans preuve. Rien d'écrit. Rien d'officiel. Julien la fixa droit dans les yeux. Cet enfant, c'est mon fils. Léo a été blessé par balle en fuyant un foyer violent. C'est Élise qui l'a trouvé, qui l'a sauvé, stabilisé et accompagné ici. Et toi, tu l'as licencié sans même l'écouter? Delcourt devint livide. À partir d'aujourd'hui, tu es suspendu. Et si Élise ne revient pas travailler ici, ce sera ta dernière journée dans cet hôpital. Sans attendre de réponse, Julien quitta la pièce. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Élise, encore en pyjama, sursauta en entendant la sonnette retentir plusieurs fois. Elle approcha de la porte avec prudence. Elle ne recevait plus de visites. Elle jeta un œil par le Judas, un homme, grand, en costume sombre. Élise Morel? Elle entr'ouvrit la porte. Qui le demande? Julien Moreau. Je suis le père de l'enfant que vous avez sauvé. Élise resta figée. Son cœur battait fort. Devait-elle ouvrir davantage? Fuir? Après un moment d'hésitation, elle ouvrit la porte et l'invita à entrer. Ils s'assirent face à face, sans formule de politesse. Juste un silence tendu. Comment va Léo? Demanda-t-elle enfin, d'une voix basse. Julien la regarda avec gratitude. Il est vivant. Grâce à vous. Et c'est pour cela que je suis ici. Il est en vie grâce à vous, dit-il d'un ton posé, le regard plongé droit dans le sien. On me l'a dit à l'hôpital. Personne d'autre n'a réagi. Mais vous, si. Élise baissa doucement la tête, incapable de répondre. Les mots restaient coincés dans sa gorge, tant l'émotion la submergeait. J'ai aussi appris ce qui vous est arrivé à votre travail, ajouta-t-il. Je suis sincèrement désolé. C'est une injustice flagrante. Vous n'auriez jamais dû être traité ainsi. Je n'attendais pas de remerciements, monsieur Moreau, répondit-elle avec calme. J'ai simplement fait ce que toute personne formée en médecine aurait fait. Un enfant se vidait de son sang. Il fallait agir. Non, Élise. Tout le monde n'aurait pas fait ce que vous avez fait. Vous aviez une responsabilité importante, une opération critique à superviser. Et pourtant, vous avez tout laissé derrière vous pour sauver Léo. Et vous l'avez payé très cher. Elle détourna les yeux. Il n'avait pas besoin de le lui rappeler, elle y pensait chaque nuit, chaque matin. Pourquoi êtes-vous vraiment venu? Demanda-t-elle, plus durement. Julien Moreau marqua une pause, sortit une enveloppe de sa serviette et la posa délicatement sur la table entre eux. Je viens vous demander de revenir à l'hôpital. À la clinique Saint-Rémy. Mais pas comme simple infirmière. Je veux vous proposer le poste de directrice des soins infirmiers. Élise resta figée. Elle cligna des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Vous plaisantez? Pas du tout. Le poste est vacant. J'avais envisagé de le confier à un candidat externe. Mais après ce que vous avez fait, je sais qu'il n'existe personne de plus compétent, de plus humain que vous. Après m'avoir humilié et licencié comme une irresponsable? Cette décision a été prise sans mon accord, répondit-il, la voix soudain ferme. J'ai déjà suspendu la docteure Delcourt. Son comportement est en cours d'examen par le conseil de direction. Élise se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Le soleil filtrait à travers les rideaux usés de son petit salon. Tout cela allait trop vite. Une part d'elle voulait croire que c'était sincère, mais l'autre craignait un piège, une dette déguisée en opportunité. Et si je dis non, demanda-t-elle sans se retourner. Je vous en serai tout de même reconnaissant, murmura-t-il. Mais sachez que ce n'est pas une faveur. C'est un acte de justice. L'hôpital a besoin de vous. Les patients ont besoin de vous. Elle ferma les yeux. Il avait raison. Derrière les murs de Saint-Rémy, il y avait encore des visages qui valaient la peine. Des collègues intègres. Des patients vulnérables. Et Léo. Je vais y réfléchir, dit-elle enfin. Julien hocha la tête, se leva et marcha vers la porte. Avant de partir,
Il se tourna une dernière fois. Léo a demandé après vous. Il a dit qu'il voulait vous voir. Élise sentit sa gorge se nouer. Dites-lui que moi aussi je veux le voir. La porte se referma. Et avec elle, quelque chose en elle se rouvrit. Toute l'après-midi, Élise tourna en rond dans son appartement. Elle relisait l'enveloppe encore et encore, comme si le texte allait soudain changer. Le contrat était formel, un poste à responsabilité, une revalorisation salariale notable, et une pleine autorité sur l'organisation des soins infirmiers. Mais ce qui la hantait, ce n'était pas le contenu. C'était ce que ce retour impliquait émotionnellement. Ce n'était pas une promotion. C'était retourner sur un champ de bataille. Le lendemain matin, elle enfila son ancien uniforme. Pas un flambant neuf. Celui qui portait encore l'odeur des longues gardes, du désinfectant, du café froid. Sans appeler, sans prévenir, elle prit le chemin de la clinique Saint-Rémy. À la réception, la secrétaire la regarda comme un fantôme, mais ne dit rien. Élise se dirigea droit vers le bureau de Julien. Il leva les yeux en la voyant entrer, surprise mêlée d'espoir dans le regard. « Tu as décidé ? Je ne viens pas pour le poste. Pas encore. Je viens parce que je veux voir Léo. S'il veut me voir, moi aussi je veux le voir. » Julien esquissa un sourire. Il est avec son thérapeute. Il sera libre dans 1 heure. Tu restes ? Elle acquiesça. J'ai lu chaque mot du contrat cette nuit, dit-elle en s'asseyant. J'ai pesé chaque phrase, chaque implication. Ce n'est pas une décision facile. Je comprends. Et je ne veux pas te presser. Prends le temps qu'il faut. Mais je veux être clair, Julien. Je ne reviendrai pas pour redorer l'image de l'hôpital. Ni la tienne. Ni celle de personne. Je refuse d'être utilisé. Julien baissa les yeux. Élise, si je te fais cette proposition, ce n'est pas pour sauver mon image. J'ai compris que j'ai été absent. Comme père, comme responsable. J'ai laissé les mauvaises personnes décider. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux agir pour l'avenir. Elle l'observa longuement. Il y avait dans ses mots une sincérité inattendue. Une faille, presque touchante. Si je reviens, ce sera à mes conditions. Je veux choisir mon équipe. Réévaluer chaque membre du personnel. Repenser les protocoles. Et je veux une garantie, si quelqu'un tente de s'opposer à mes décisions, j'aurai ton soutien direct. Tu l'auras. Promis. Je veux aussi voir le dossier complet du cas de Léo. Je veux savoir pourquoi on l'a laissé vivre avec quelqu'un qui le maltraitait. Je veux savoir si le système a failli. Je te le ferai parvenir aujourd'hui. Et surtout, termina-t-elle en se levant, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour les patients. Point. C'est exactement ce dont on a besoin, répondit Julien, debout face à elle. Ils échangèrent un regard. Pas de tension. Juste un respect naissant. 1 heure plus tard, Élise entra dans la salle pédiatrique. Léo était à une table, concentré sur des blocs de couleurs. Lorsqu'il leva les yeux et l'aperçut, son visage s'illumina. Élise. Elle s'accroupit à sa hauteur et ouvrit les bras. L'enfant courut vers elle. Ils s'enlacèrent avec une telle force qu'elle en eut le souffle coupé. À cet instant, tout devint limpide. Ce n'était pas un simple poste. C'était une mission. Une manière de réparer. D'agir. Le lundi suivant, Élise franchit à nouveau les portes de la clinique. Cette fois, elle portait un uniforme neuf, blanc éclatant avec un discret liseré gris. Elle n'était plus une simple infirmière. Elle était la directrice des soins infirmiers. Mais ce qu'elle ressentait n'était pas de la fierté. C'était un vertige. Dans la salle du personnel, les regards se tournèrent vers elle. Certains baissèrent les yeux. D'autres la saluèrent d'un sourire gêné. Personne ne savait comment réagir. Devait-on la féliciter? S'excuser de n'avoir rien fait lors de son renvoi? Elle balaya la pièce du regard. « Bonjour », dit-elle d'une voix ferme. À 9 heures, réunion générale. Toute l'équipe est attendue. Elle ne demanda pas l'avis. Elle savait que son retour dérangerait. Que beaucoup s'étaient habitués à l'autoritarisme de Delcourt. Mais elle n'était pas là pour plaire. Elle entra dans son nouveau bureau. Une grande pièce lumineuse,
avec une paroi vitrée donnant sur le jardin intérieur. Sur son bureau, un petit bouquet de fleurs, sans carte signée. Mais elle savait. À 9 heures précises, elle se tint debout devant une vingtaine d'infirmiers. Certains visages lui étaient familiers, d'autres non. Le silence régnait. « Bonjour », commença-t-elle. « Certains me connaissent. D'autres ont peut-être entendu des rumeurs. Je ne suis pas ici pour faire de grands discours. Ni pour imposer l'autorité par la peur. Je suis ici pour travailler. Et j'attends la même chose de vous. » Des regards se croisèrent. Quelques sourcils se levèrent. Elle continua, sans trembler. « Dès aujourd'hui, nous allons revoir les plannings, les protocoles d'urgence, et surtout, mettre une priorité absolue sur le respect des patients. Toute négligence, toute maltraitance, tout abus, peu importe qui en est responsable, sera signalé. Et sanctionné. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Pour elle. Pour l'hôpital. Pour Léo. Pour tous ceux qu'on avait trop longtemps réduits au silence. Une main timide se leva dans la salle silencieuse. C'était Hélène, une ancienne collègue d'Élise. « Et si les signalements ne sont pas écoutés ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Élise la fixa calmement, son regard empreint d'une douce fermeté. « Alors je veillerai personnellement à ce qu'il le soit. » La réunion prit fin dans un mélange de murmures. Certains sortaient sceptiques, d'autres intrigués, presque émus. Hélène s'approcha discrètement. « Je suis contente de te revoir, Élise. »« Vraiment. »« Merci », répondit Élise avec un sourire sincère. « Ce ne sera pas facile, mais ça en vaut la peine. » Pendant ce temps, dans la salle de jeu de l'hôpital, Léo attendait. Élise lui avait promis de venir le voir après sa première journée en tant que directrice. Il fixait la porte depuis plus d'une demi-heure, les jambes balançant d'impatience. Chaque fois que quelqu'un passait, ses yeux s'éveillaient brièvement, puis retombaient dans une attente muette. Julien, assis un peu plus loin, l'observait. Il ne se sentait pas encore totalement à sa place dans cet univers d'hôpital. Être père à plein temps n'était pas quelque chose qu'il avait appris. Mais il était prêt. Prêt à faire de son mieux. Quand Élise entra enfin, le visage de Léo s'illumina comme un ciel après l'orage. Il courut vers elle, les bras ouverts. « Tu es venue. »« Je te l'avais promis, non » répondit-elle avec un clin d'œil. Léo lui montra un dessin, on y voyait 3 personnages devant un grand bâtiment aux murs blancs et bleus. « C'est toi, moi, et lui » dit-il en pointant Julien. « C'est notre hôpital, maintenant. Je ne suis plus seul. » Élise le regarda, touchée par tant de lucidité. Pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa que sa vie s'entremêlait à celle des autres d'une manière inattendue. Et même si cela lui faisait un peu peur, ce n'était pas une peur désagréable. Les jours suivants furent intenses. Élise passait ses matinées à restructurer les plannings, interroger le personnel, redonner vie à des protocoles oubliés. L'après-midi, elle retrouvait Léo, qui l'attendait avec de nouveaux dessins ou des histoires farfelues. Le rire revenait peu à peu entre les murs du service pédiatrique. Elle ne commandait pas par autorité, mais par cohérence. Et cela suffisait. Un après-midi, alors qu'elle corrigeait des rapports dans son bureau, elle reçut un message de Julien. « Tu as 5 minutes ? Je suis en bas. » Elle hésita, se recoiffa rapidement et descendit. Elle le trouva dans le jardin intérieur qu'elle voyait depuis sa fenêtre. Il était assis sur un banc, les manches retroussées, l'air perdu dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Oui. J'avais juste besoin d'air » répondit-il en tapotant le banc à côté de lui. Elle s'assit, gardant une légère distance. Il n'était plus simplement son supérieur. Il devenait, malgré elle, une part de sa vie. « Aujourd'hui, Léo m'a demandé s'il pouvait venir chez toi » dit Julien avec un sourire doux. « Il veut voir si tu as d'autres dessins accrochés à tes murs. » Chez moi, c'est un peu le chaos, mais je ne lui dirai pas non. Le silence tomba entre eux, apaisé par le bruissement des feuilles dans le vent. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, » murmura Julien. « Tu n'as pas à le faire. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » « Oui, mais tu fais aussi ce que tu n'es pas obligé de faire. Tu soignes Léo, pas seulement son corps, mais ce qu'on ne voit pas. » Élise baissa les yeux, troublée. « Je ne suis pas sa mère, ni sa psychologue. Je suis juste quelqu'un qui était là, quand personne d'autre ne l'était. Parfois,
c'est tout ce qu'il faut, répondit-il. Le silence entre eux devint complice. Ce n'était plus de l'embarras, mais une forme de confiance fragile. Il croit en toi, dit Julien. Et moi aussi. Tu me fais confiance, avec ton fils? Oui. Et avec mon hôpital. Elle resta figée. Ces mots, elle ne s'y attendait pas. Je dois retourner en réunion, dit-elle en se levant. Je t'accompagne? Je préfère que non. Certains disent déjà que tu me traites différemment. Mieux vaut leur donner moins de matière à parler. Julien acquiesça. À tout à l'heure, directrice. Elle retourna à l'intérieur, le cœur battant plus fort que de raison. Ce n'était pas encore de l'amour. Mais c'était quelque chose. Quelque chose qui, comme Léo, avait besoin de temps pour guérir. L'archive de l'hôpital était une pièce humide, pleine d'odeurs de papier ancien et de moisissures. Élise s'y était rendue après avoir entendu certains détails troublants dans les récits de Léo. Officiellement, Julien avait abandonné son fils après son divorce. Camille Duret avait obtenu la garde. Mais Léo parlait d'appels ignorés, de visites promises et jamais honorées, de silences pesants et d'une peur, ancienne, envers son beau-père, bien avant l'incident. Elle consulta les anciens dossiers, examens médicaux, suivis psychologiques, procès de garde. Dans un rapport signé d'une psychologue, il était écrit que Léo montrait de la peur envers son père et refusait tout contact. Mais la date du rapport ne collait pas. À cette époque, selon Léo, il demandait encore chaque jour à voir son père. En fouillant plus loin, Élise découvrit une note manuscrite d'une infirmière aujourd'hui à la retraite, Geneviève Laurent. Elle y dénonçait des irrégularités lors des visites surveillées, Camille annulait les rendez-vous, parfois sans raison, et Léo pleurait quand on lui annonçait que son père ne viendrait pas. Un frisson parcourut Élise. Le puzzle se reconstituait. Quelque chose d'injuste s'était produit, et l'hôpital avait gardé le silence. Elle fit des copies, remonta 4 à 4 les escaliers et entra sans frapper dans le bureau de Julien. « Il faut que tu vois ça. » Julien lut les papiers, les mains tremblantes. « C'est impossible. C'est pourtant réel. Tu n'as pas abandonné ton fils. On t'a tenu à l'écart. On a manipulé la justice avec de faux rapports. » Il posa les coudes sur le bureau, la tête entre les mains. « Pendant des années, j'ai cru que j'étais un père incapable. Maintenant je comprends. Tu peux encore réparer, dit Élise. Tu n'es plus seul. » Il releva la tête, le regard en feu. « Merci Élise. Pas seulement pour avoir sauvé Léo, mais pour m'avoir rendu la vérité. » L'avocat confirma que le rapport contesté n'avait aucune valeur, la psychologue mentionnée ne travaillait plus depuis longtemps et n'avait jamais rencontré Léo. « Cela suffit pour rouvrir le dossier, affirma-t-il. Mais il faudra être prudent. Si Camille a manipulé la procédure, elle pourrait aussi couvrir son mari. Et si des violences ont eu lieu, l'enfant ne doit pas y retourner, même par erreur. » Julien acquiesça. Il ne laisserait plus jamais la peur reprendre sa place. Dans une salle de réunion, Élise feuilletait les dossiers médicaux récents de Léo. Il va mieux physiquement, mais le traumatisme reste. Il ne parle pas beaucoup. Mais à chaque porte qui claque, il se recroqueville. Julien, blême, murmura. « Comment ai-je pu laisser ça arriver? Tu n'en es pas responsable. Ce qui compte, c'est maintenant. » Le juge autorisa que Léo vive chez son père pendant la procédure. Élise venait le voir régulièrement. Leur lien s'était tissé au fil des dessins, des silences, des regards confiants. Camille fut convoquée. Elle nia tout. Mais face aux preuves, elle s'effondra. Le juge ordonna la révision du dossier et la suspension immédiate de ses droits. À la sortie du tribunal, Julien marchait en silence. Élise l'attendait dehors. Cette fois, il n'était plus seul. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Élise en s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. « On a gagné » répondit Julien d'une voix retenue. Élise tourna les yeux vers Léo et lui offrit un sourire doux. L'enfant ne comprenait pas vraiment tout ce que signifiait « gagner » dans ce contexte. Mais il sentait, instinctivement, que plus rien ni personne ne viendrait le séparer de son père ou d'Élise. Dans un élan sincère, il se jeta dans leurs bras, les serrant avec la force de son petit cœur soulagé. Ce soir-là, Élise rentra chez elle épuisée. Pas d'une fatigue ordinaire, mais d'un de ces épuisements qui naissent quand on vient de traverser une tempête émotionnelle. Elle se prépara un thé, s'assit près de la fenêtre et observa la ville,
bruyante et désordonnée comme toujours. Pourtant, en elle, quelque chose s'était enfin apaisé. Elle avait lutté pour la vérité. Et elle l'avait trouvée. Pas pour elle. Pour un enfant qui avait le droit de se sentir en sécurité. Pour un père qu'on avait tenté de réduire au silence. Et peut-être aussi, pour elle-même. Car, pour la première fois depuis longtemps, sa voix avait compté. Et cela, c'était déjà une forme de justice. Une justice discrète, invisible, sans applaudissements, mais réelle. Une semaine après le procès, la décision définitive tomba. Julien Moreau obtiendrait la garde partagée de Léo, avec une résidence principale chez lui. Camille Duré bénéficierait d'un droit de visite strictement encadré, toujours sous la supervision d'un professionnel. Quant au beau-père, une ordonnance judiciaire lui interdisait désormais tout contact avec l'enfant, sans exception. À l'hôpital, ceux qui connaissaient les coulisses de l'affaire accueillirent la nouvelle avec soulagement. Certains échangèrent des regards discrets, d'autres glissèrent un mot d'encouragement à Élise en croisant son chemin. Elle ressentit cela comme une libération. Mais aussi comme le début d'une nouvelle étape. Car lorsque l'urgence de sauver s'éloigne, vient le moment plus complexe de reconstruire. Cet après-midi-là, dans le couloir pédiatrique, Léo courut vers elle en agitant une feuille. « Élise. Regarde ce que j'ai dessiné. » Elle s'agenouilla, prit délicatement le dessin. C'était une maison. Un arbre. Un chien. Et 3 personnages, Léo, Julien, et elle. En haut, avec des lettres maladroites, on pouvait lire « Ma nouvelle famille ». Le cœur d'Élise se serra. « Tu l'aimes » demanda Léo avec un sourire fier. « Je l'adore, mon trésor. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais reçu. » Il la serra fort contre lui, sans retenue, sans peur. Élise ferma les yeux. Parfois, une simple feuille de papier portait plus de vérité qu'un jugement de tribunal. Ce soir-là, Julien l'appela. Pas pour parler d'hôpital, ni de paperasse juridique. Juste pour parler. Pour savoir comment elle allait. Si elle avait mangé. Si elle avait besoin de quelque chose. Léo s'est endormi tôt, dit-il. Il n'a pas arrêté de parler de toi. Il m'a même demandé de te dire que tu es sa personne préférée. Élise sourit à travers le combiné. Ton fils a du goût. Je sais, répondit Julien doucement. Moi aussi. Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était doux, chaleureux. Elle prit une profonde inspiration. Julien, je ne sais pas ce qu'il se passe entre nous. Mais je veux que ce soit clair, je ne veux pas que Léo se fasse des illusions sur quelque chose dont nous ne savons même pas si cela peut fonctionner. Je comprends, répondit-il. Moi non plus, je ne veux pas lui faire de mal. Mais tu sais, parfois, les choses importantes ne se planifient pas. Elles arrivent. Simplement. Élise ne sut quoi répondre. Mais elle ne raccrocha pas. Ils continuèrent à parler. De Léo. De leur journée. De la ville. Comme si, sans le vouloir, quelque chose était en train de se construire, tout doucement, naturellement. Le lendemain, à la cafétéria de l'hôpital, Élise était seule avec son café quand une jeune infirmière s'approcha timidement. « Élise, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, vas-y. »« Comment avez-vous fait, pour continuer ? Quand on vous a licencié, quand vous avez été humilié. Comment avez-vous tenu bon ?» Élise prit un moment avant de répondre. « Parce que si j'avais abandonné, Léo serait mort. Et ça, je ne me le serais jamais pardonné. » La jeune femme hocha la tête, visiblement émue. « Merci. Merci pour tout. » Élise la regarda s'éloigner. Elle ne se sentait ni héroïne, ni victime. Juste une femme qui avait fait ce qu'elle croyait juste. Et qui, pour la première fois depuis longtemps, sentait que ce prix en valait la peine. En sortant dans le couloir, elle aperçut Julien au loin, Léo à ses côtés, agitant la main avec enthousiasme. La vie ne lui avait pas tout donné. Mais elle lui rendait quelque chose qu'elle n'espérait plus, une seconde chance. Pas seulement professionnelle. Une seconde chance humaine. Intime. Et c'était, pensa-t-elle, la plus inattendue des victoires. Le vendredi après-midi, l'hôpital se faisait plus calme. Les lumières s'adoucissaient, les pas ralentissaient. Alors qu'Élise sortait d'une réunion, son téléphone vibra. « Tu peux venir un moment au jardin intérieur ?
Léo a quelque chose pour toi. Ni toi ni moi ne savons ce que c'est. Intriguée, elle rangea son téléphone et se dirigea vers le jardin. L'air était frais, le ciel teinté d'orange. De loin, Léo la vit et courut à sa rencontre, tenant une boîte en carton décorée d'autocollants. « Ne l'ouvre pas tout de suite », prévint-il avec des yeux brillants. « Il faut d'abord t'asseoir. » Elle s'exécuta, amusée. Julien arriva peu après, un sac en papier à la main. « J'ai apporté du café, dit-il. Et, autre chose. » Léo se plaça devant eux, solennel. « C'est pour toi, Élise. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour m'avoir protégé. Pour ne pas m'avoir laissé seul. » Elle ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, un grand dessin, elle, en tenue d'infirmière, une cape rouge flottant dans son dos. Une héroïne. À côté, une petite enveloppe. Elle l'ouvrit, une invitation. « Je veux que tu viennes dîner à la maison demain. On va faire des tacos et regarder des films. Signé, Léo. Papa veut aussi que tu viennes, mais il a trop honte pour te le dire. » Élise éclata de rire. Elle regarda Julien, qui détourna les yeux, un sourire timide aux lèvres. « C'est vrai, murmura-t-il. J'ai un peu honte, mais je veux que tu viennes. On veut tous les deux. » Elle serra le dessin contre elle, émue. « D'accord. Mais j'apporte le dessert. » Léo bondit de joie. Julien, lui, la regardait avec une douceur nouvelle. Un regard qui dépassait la gratitude. Quelque chose de plus profond. De plus vrai. Le lendemain soir, Élise arriva pile à l'heure. Pas en tenue d'hôpital. En jean, chemisier simple, un gâteau au chocolat fait maison entre les mains. Julien ouvrit la porte, les cheveux en bataille, un tablier taché de sauce. « La cuisine est un chaos total, » avoua-t-il. « Tant mieux. J'avais peur de trouver tout parfait. » Pendant le dîner, les rires étaient naturels. Léo racontait sa journée d'école, Élise préparait les tacos, et Julien souriait. Vraiment. Pour la première fois depuis longtemps. Après le repas, ils s'installèrent pour regarder un film. Léo s'endormit sur les genoux d'Élise avant la fin. Julien éteignit la télévision, resta silencieux, observant la scène. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse être ainsi, » murmura-t-il. « Moi non plus, » répondit Élise en caressant les cheveux de Léo. « Et pourtant, nous y sommes. » Ils ne le dirent pas à voix haute. Mais dans ce silence partagé, une certitude flottait, ce moment marquait le début de quelque chose. De vrai. De doux. De profond. Quelque chose qu'ils n'avaient pas cherché. Mais qu'ils étaient prêts à accueillir. Le lundi matin, Élise franchit la porte de l'hôpital avec un cœur différent. Pas plus léger. Mais plus ancré. Elle savait qu'une page s'était tournée. Et qu'un nouveau chapitre, à la fois fragile et merveilleux, venait tout juste de commencer. Ce matin-là, Élise ressentait quelque chose de profondément différent. Elle n'était plus seulement la directrice des soins infirmiers ni la femme forte qui avait défié une injustice et s'en était relevée. Il y avait en elle une douceur nouvelle, un apaisement discret, comme si le poids qui l'écrasait depuis des mois s'était soudain allégé. Elle n'avait presque pas dormi, mais l'image de Léo endormi contre elle, sa respiration calme et régulière, restait gravée dans sa mémoire. Et ce regard que Julien lui avait lancé la veille au soir. Un regard chargé de gratitude, de respect, et d'une émotion encore indicible, comme un aveu qui hésitait à se dire. L'hôpital baignait dans un calme inhabituel. En traversant les couloirs, Élise salua plusieurs collègues. Autrefois indifférents ou méfiants, beaucoup la regardaient désormais avec sincérité, admiration même. Ce qu'elle avait gagné ici, elle ne l'avait pas imposé par sa fonction, mais par ses choix, par ses actes. Et cela laissait une trace. Une empreinte silencieuse mais indélébile. Dans la salle de repos, Hélène l'attendait, 2 tasses à la main. Elle lui tendit l'une d'elles, fumante, fraîchement préparée. « On dit que tu étais chez Moreau ce week-end », lança-t-elle avec un sourire espiègle. Élise haussa un sourcil, mi-amusée. « Et depuis quand c'est une nouvelle de couloir ?»« Depuis que Léo est arrivé ce matin en disant que vous avez regardé 3 films, mangé des tacos, et que Élise cuisine mieux que papa. » Elles éclatèrent de rire, un rire franc, presque libérateur. « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, » souffla Élise, un peu gênée. « C'est surtout adorable. »
Et ça se voit à des kilomètres que ce petit adore. Élise baissa les yeux, incapable de masquer ce qu'elle ressentait. Léo avait bouleversé sa vie sans même le savoir. Et Julien aussi, ajouta-t-elle intérieurement. Vers midi, l'interphone de son bureau sonna. « Tu as 5 minutes » demanda la voix de Julien. « J'arrive » répondit-elle en posant son dossier. Quand elle entra, elle le trouva debout, le regard perdu vers l'extérieur. Sa veste pendait négligemment au dossier d'une chaise, sa cravate était desserrée. Il ne ressemblait plus à l'homme d'affaires distant qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Il semblait différent. Plus vrai. Plus proche. « Que se passe-t-il » demanda Élise doucement. Julien se tourna vers elle, un calme serein dans le regard. « Je voulais juste te voir » dit-il, sans détour. Elle resta figée un instant, déstabilisée. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre de geste de sa part. « Léo est à l'école, mais cette fois, c'est moi qui ai besoin de toi. » Elle s'approcha, prudente. « Tu as besoin de quoi exactement ?» Il la regarda droit dans les yeux. « De savoir si ce qui se passe entre nous est réel. Si ce n'est qu'un mélange de gratitude, de réconfort, ou quelque chose de plus profond. » Le silence s'installa, doux mais intense. Puis Élise répondit, d'une voix claire et posée. « Je ne sais pas encore. Mais je ne veux pas précipiter les choses. Ce que nous avons avec Léo est trop précieux pour être mis en péril par de l'impatience. » Julien hocha lentement la tête. « Je ne te demande pas de courir. Juste de ne pas fermer la porte. » Elle esquissa un sourire. « La porte est ouverte. Mais avançons doucement. » Alors il s'approcha, sans bruit, et lui prit la main. Un geste simple, sans éclat. Un geste qui disait « Je suis là ». Ce soir-là, Élise rentra chez elle le cœur calme. Elle ne savait toujours pas ce que l'avenir leur réservait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Elle ressentait une paix nouvelle, une paix construite non pas sur des promesses grandiloquentes, mais sur des petits gestes vrais. Et parfois, faire ce qui est juste apportait, sans crier gare, une forme inattendue de bonheur. Les mois passèrent. Le jardin de l'hôpital, témoin silencieux de ce premier aveu, avait retrouvé sa tranquillité. La vie, elle, poursuivait son cours. Rien n'était devenu parfait. Élise enchaînait les longues journées, les gardes exténuantes, les décisions difficiles. Julien, lui, faisait face à la pression constante de son entreprise, aux réunions sans fin, aux enjeux d'un monde exigeant. Mais quelque chose de fondamental avait changé, il n'était plus seul. Léo vivait désormais chez son père. Sa vie avait trouvé un équilibre. Les cauchemars s'étaient espacés. Il ne se réveillait plus en sursaut au milieu de la nuit. Il parlait davantage. Il riait plus souvent. Et surtout, il n'avait plus peur d'être entendu. Son monde était devenu plus stable, plus doux, plus lumineux. Et cela, il le devait en grande partie à Élise. Elle était devenue bien plus qu'un pilier. Elle faisait partie de cette nouvelle structure invisible qui soutenait leur quotidien. Parfois, elle l'emmenait à l'école quand Julien avait une réunion tôt. D'autres fois, ils faisaient les devoirs ensemble, ou passaient l'après-midi à faire des cookies, à parler de tout et de rien. Quant à Julien et Élise, leur relation évolua à sa propre cadence. Ils ne se proclamèrent pas couple. Ils ne se précipitèrent pas à nommer leur lien. Mais ils étaient là, l'un pour l'autre. Avec patience, respect, et tendresse discrète. Ils se soutenaient en silence, partageant des instants où les mots devenaient superflus. Un samedi banal, comme tant d'autres, ils étaient tous les trois au parc. Léo jouait sur les balançoires, pendant qu'Élise et Julien partageaient une couverture sur l'herbe. Il lisait le journal, elle sirotait un café. « Tu as déjà imaginé qu'on finirait comme ça » demanda-t-il sans lever les yeux. « Non » répondit-elle en souriant. « Je n'avais pas imaginé perdre mon travail pour avoir sauvé un enfant. Et regarde où on en est. » Elle hocha la tête. « Moi non plus, je n'aurais jamais cru que cet enfant deviendrait mon fils. Ni que celle qui l'a sauvé donnerait un sens à ma vie. » Elle le regarda, touchée. Il n'y avait ni promesse, ni grands mots. Juste une vérité simple, offerte sans masque. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Julien. Mais tant que nous serons tous les trois, je crois que je peux affronter n'importe quoi. » Il replia doucement le journal, se pencha, et déposa un baiser sur son front. « Moi aussi. »
Ce soir-là, de retour à la maison, Léo accrocha un nouveau dessin au mur du couloir. On y voyait une maison spacieuse, un arbre immense, un chien aux taches brunes, et 3 silhouettes se tenant la main. Au-dessus, en lettres tremblantes, il avait écrit « Mon foyer ». Élise le regarda avec tendresse. « C'est ça, ma vie maintenant ?» demanda-t-il avec la simplicité d'un enfant qui a trouvé sa place. Elle le serra contre elle, sans mots. Inutile de répondre. Le temps continuerait à s'écouler. Il y aurait des disputes, de la fatigue, des doutes. Mais aussi des rires, des câlins partagés, des films regardés blottis sur le canapé, et des matinées tranquilles comme celles du parc. Élise n'avait jamais rêvé de contes de fées. Elle avait simplement appris que lorsqu'on vit avec courage et sincérité, la vie offre parfois quelque chose de bien plus précieux, un nouveau départ. Un départ qu'on ne prévoit pas, qu'on ne contrôle pas, mais qu'on construit, jour après jour, pas à pas. Et pour elle, aujourd'hui, cela suffisait.